attendre que les derniers s'installent. Hop. Bonjour à tous. On va attendre que les derniers s'installent, s'assoient. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle journée professionnelle organisée par Eurolarge Innovation avec plusieurs partenaires, Bretagne Pôle Naval, la Fédération des industries nautiques et puis Super Yacht France, qu'on remercie pour ce partenariat. Eurolarge Innovation, donc la technopole de la course au large, on fédère en Bretagne une centaine d'entreprises qui dépendent directement de cette économie, 1000 emplois environ, 180 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Petite économie, forte composante technologique. Il ne vous aura pas échappé que dans le domaine de la course au large, traditionnellement, les années post-Vendée Globe, post-VOR cette année, sont plutôt des années de creux. Se greffe sur cet état le fait que la crise financière entraîne une raréfaction des budgets de sponsoring, d'où la nécessité pour les entreprises de la filière de trouver des relais de croissance. Nous avons donc organisé cette année l'ensemble de nos journées professionnelles plutôt sur des thématiques liées à la diversification. Diversification basée d'abord sur ce qu'il y a de plus technologique dans les entreprises. Un premier événement il y a quelques semaines a montré des opportunités de diversification dans des domaines industriels, aéronautiques et autres. Aujourd'hui, on va parler de marchés connexes à ceux de la course au large, et en particulier celui de la grande plaisance ou du super yacht. Et donc, nous sommes appuyés sur un certain nombre de partenaires pour essayer de faire se croiser ces différentes cultures. Alors, le but de cette journée, c'est d'essayer de découvrir ce que c'est que ce marché de la grande plaisance, comment il se comporte, quels sont les circuits de donneurs d'ordre, comment on y accède, est-il accessible pour les acteurs de la course au large. Un certain nombre d'entre eux ont déjà réussi cette diversification. Quelques témoignages viendront le prouver aujourd'hui. Mais on est réellement là aujourd'hui pour faire se croiser des cultures de construction navale, des cultures de gens dont c'est le pur métier, celui de la grande plaisance, et puis un certain nombre d'équipementiers qui sont aussi issus de la filière course au large. Cette journée donc sera l'occasion d'avoir un certain nombre d'interventions dans le domaine, sur ce domaine de la grande plaisance. C'est aussi traditionnellement le moment de se rencontrer autour de moments plus conviviaux. On aura un café, une pause ce matin et puis un déjeuner ce midi. C'est là que se passe aussi le business et les projets de demain. L'animation de cette journée est confiée à notre marin, navigateur émérite Pierre-Yves Lautroux, qui m'a déjà fait remarquer que j'avais pris 15 minutes précieuses, 20 minutes de son temps précieux. Je vais donc lui laisser la parole pour les premières interventions. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci Yann. Alors on va commencer assez vite puisqu'effectivement on a déjà 19 minutes de retard. Et on va commencer par une introduction un peu générale sur le secteur de la grande plaisance. Et donc je vais demander à Guillaume Arnaud-Deslions, qui est le secrétaire général de la Fédération des industries nautiques, et à Frédéric Véronce, qui est le responsable de Super Yacht France, de venir nous présenter ce qu'est ce marché de la grande plaisance. Et on va commencer par quelques généralités sur la FIN juste avant. Guillaume, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci Yann, merci à l'équipe d'Eurolarge de nous avoir proposé de nous associer à cette conférence. Je vais aller très rapidement en guise d'introduction, merci, pour vous redresser un petit tableau rapide, une petite présentation très rapide de la FIN pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas encore, et puis rapidement vous peindre un petit peu le contexte économique actuel de la plaisance en général, avant de donner la parole à Fred Véronce, qui est animateur du métier de la grande plaisance au sein de la FIN, qu'on appelle Super Yacht France. Tout à l'heure on disait les partenaires. Super Yacht France, effectivement, est partenaire de l'opération. Ça fait partie, c'est interne à la FIN, c'est le métier grande plaisance de la FIN. Il faut viser quelque part. Non.
Alors rapidement sur quelques petits rappels sur la Fédération des industries nautiques. Donc c'est la Fédération des industries nautiques et le syndicat professionnel du secteur de la plaisance, que ce soit sur la partie production, services, maintenance, équipement, sur tous les domaines qui composent cette filière. Avec un rôle classique de syndicat professionnel, hein, de défense, rôle de fédération et de défense des intérêts des entreprises du secteur. Tous les secteurs du nautisme sont représentés au sein de la FIN, que ce soit la partie production avec les constructeurs, les équipementiers, les motoristes, que ce soit toute la partie service où on va retrouver énormément d'activités différentes. Et nous sommes organisés en 3 pôles. On peut distinguer 3 grands pôles au sein de la FIN. Un pôle plaisance et nautisme plutôt classique en termes de taille de bateau. Un pôle vraiment grande plaisance, parce que les spécificités aussi bien réglementaires que techniques que de marché font que on a créé une entité bien particulière pour la grande plaisance. Et enfin, un pôle pour tout ce qui est sport de glisse et de pleine nature, vraiment des activités nautiques spécifiques. Aujourd'hui, la FIN, au niveau national, c'est à peu près 600 adhérents, avec une représentativité importante, puisque que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou de salariés, on représente aujourd'hui à peu près 80% du poids économique de la filière. Au niveau des événements nautiques, la FIN donc est propriétaire du Salon nautique de Paris, le Nautique, du Festival de la Plaisance de Cannes, avec une forte connotation grande plaisance, et d'un événement qui s'est tenu le week-end dernier, qui se tient tous les ans, qui est la fête du nautisme, avec 500 événements sur tout le littoral français, pour promouvoir les activités nautiques et attirer de futurs clients vers ces activités. Concernant la structure de la filière nautique française, alors aujourd'hui, l'ensemble, hein, là en balayant très large, l'ensemble de cette filière, c'est un peu plus de 5000 entreprises qui constituent la filière. Mais dans ces 5000 entreprises, vous voyez, quand vous avez un peu la liste juste là, ça va des ports de plaisance aux constructeurs, aux motoristes, aux équipementiers, aux loueurs, à la négoce et maintenance, tout confondu, toute activité confondue dans ce domaine du nautisme et de la filière du nautisme, c'est à peu près 5000 entreprises. Le chiffre d'affaires pour l'année 2000, c'est l'année plaisance, l'année nautique, hein, on est de septembre à août. Le chiffre d'affaires de cette filière était d'un peu plus de 4,5 milliards d'euros et 780 millions d'euros qui constituent le chiffre d'affaires de la production, de la construction française de bateaux de plaisance. On voit rapidement sur le graphe qui est ici que vous voyez la structure des entreprises. 60% des entreprises de la filière sont des TPE, sont des moins de 10, donc une filière avec énormément de petites entreprises et donc des spécificités pour accompagner ces entreprises, des spécificités bien particulières. Concernant le contexte actuel, alors on a la chance en France d'avoir une industrie nautique qui est leader mondial dans pas mal de domaines, puisque la France est leader mondial dans le domaine de la production de voiliers, de pneumatiques et dans le domaine des sports de glisse. Et nous sommes le 3e constructeur mondial au niveau des bateaux à moteur. On était 4e il y a 2 ans. On a gagné un rang, donc un positionnement international quand même très intéressant, avec une production fortement exportée, puisque aujourd'hui presque 70% de la production française est destinée à l'export. Donc, ce qui nous permet de contribuer de façon positive, d'apporter notre petite contribution positive à la balance commerciale de la France. On peut noter que ça n'a échappé à personne. Les quelques dernières années et encore aujourd'hui, nous traversons un contexte économique un peu compliqué. Le domaine de la plaisance est un domaine qui surréagit à la situation économique générale, puisqu'évidemment, on achète un bateau quand on est rassuré sur tout le reste. Et donc, on est confronté depuis quelques années à une situation compliquée. Malgré cela, et quand on compare avec les autres pays, et quand on compare au niveau international, la France s'en sort plutôt bien et résiste plutôt mieux que les autres pays. Beaucoup d'efforts ont été faits par l'ensemble des entreprises du secteur ces dernières années,
pour notamment essayer de préserver au maximum les compétences dans les entreprises, que ce soit en utilisant des dispositifs de formation sur des périodes de moindre activité, parce que ces compétences, et on le verra par la suite, sont extrêmement importantes. Et quand ça redémarre, il faut absolument qu'on les ait toujours dans les entreprises. Là, un petit graphique très rapide pour vous montrer voilà depuis 4 ans ce que subit le secteur. Vous avez là l'évolution de la production en chiffre d'affaires de la production française de bateaux de plaisance, avec séparé avec la partie production export et vente à l'export et vente sur le marché français. Donc vous voyez que depuis 2008, on a eu quand même une baisse très significative de l'activité générale. Et sur la dernière période, vous voyez qu'on a donc 530 millions à peu près à l'export et 250 millions au niveau du marché français. Alors, Supérieur de France, donc, qui est le nom un peu promotionnel, un peu commercial du métier grande plaisance de la Fédération des industries nautiques, le groupe a été créé en 2003 pour répondre à une demande des entreprises de ce secteur de la grande plaisance qui étaient avant répartis dans les différents métiers de la FIN, mais qui se sont aperçus que leur marché, leur contexte réglementaire, beaucoup d'éléments faisaient que c'était quand même très spécifique et ils avaient besoin de se regrouper eux-mêmes au sein de la FIN dans ce métier de la grande plaisance. Donc je rappelle que pour nous, et on s'appuie sur la réglementation, pour nous la grande plaisance commence vraiment à partir de 24 mètres, c'est-à-dire au-delà de la fameuse directive européenne sur les bateaux de 2,5 m à 24 mètres. Aujourd'hui, ce métier de la grande plaisance regroupe une quarantaine d'entreprises. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible ce graphe, mais voilà un peu aujourd'hui les membres du métier grande plaisance de la FIN. Je ne vais pas m'y attarder beaucoup parce que le temps est compté, mais vous retrouverez sur le site de la FIN, si vous voulez voir un petit peu la composition actuelle de ce métier, vous retrouverez tous les éléments sur le site internet de la FIN. Quelques petites photos au passage de réalisation de l'industrie nautique française. Et rapidement, les objectifs de ce métier grande plaisance, les principaux objectifs, on peut les répartir en 4 catégories. Premièrement, c'est le développement de l'industrie française de la grande plaisance. On sait qu'il y a des compétences réelles en France, il y a des savoir-faire qui sont extrêmement pointus, et l'objectif est de les faire connaître à l'international et de faire la promotion de ces savoir-faire. On sait sur l'ensemble de la flotte mondiale de grands yachts, la plupart des bateaux ont fait appel à des compétences françaises à différents niveaux, que ce soit de la conception, que ce soit de la fourniture d'équipements ou que ce soit de la construction. Donc la France est présente sur sur énormément de bateaux. Deuxième grand axe, donc évidemment qui va dans la continuité, c'est la promotion du produit grande plaisance made in France au niveau international. Alors ça se concrétise par la présence des entreprises de Supérieur de France dans des salons internationaux, que ce soit le Monaco Yacht Show, le Boat de Düsseldorf, à Nantes. On a un programme export qui évolue tous les ans, c'est un partenariat qu'on a avec Ubifrance. Et sous l'identité Supérieur de France, un certain nombre d'entreprises de la grande plaisance participent à ces salons. Il y a également un blog qui fonctionne et qui met en avant tous les savoir-faire de ces entreprises, qui s'appelle supérieurdefrance.com. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Et puis après, les 2 derniers points qui paraissent assez naturels évidemment dans l'organisation d'un métier comme celui-ci, c'est l'établissement de liens transversaux, c'est faire du networking, c'est permettre aux entreprises de se connaître et de travailler entre elles. Et c'est également de travailler, et Grégoire nous en parlera plus tard, Grégoire Dolto en fin de journée, c'est de travailler également sur tout le contexte réglementaire, tout l'environnement réglementaire qui encadre la grande plaisance. Voilà rapidement pour ma partie. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Frédéric Véronce. Je suis agent maritime. Vous savez à peu près tout ce que c'est qu'un agent maritime. C'est la personne qui va assurer la logistique et l'escale d'un grand navire
métier que nous avons réinventé il y a une quinzaine d'années à destination des grands yachts. Il faut savoir, on verra plus loin dans la présentation, que ces bateaux sont de plus en plus grands. 80% de la flotte Grande Plaisance aujourd'hui a un statut de navire de commerce. Et donc en tant que navire de commerce, ils sont assujettis à des tas de déclarations, ils bénéficient de tas de choses en hors taxe. Et donc ils ont besoin d'un agent maritime, notamment pour la réglementation, mais aussi pour la logistique. Un capitaine de grand yacht qui arrive, en l'occurrence en Corse par exemple, là où je suis installé, et qui a besoin d'un taxi, d'un vétérinaire, d'un médecin et tout de suite, il a l'obligation d'avoir un agent maritime, sinon c'est la panique à bord. Donc je vais essayer de vous décomplexer par rapport à ces métiers de la grande plaisance. Ce sont des métiers accessibles à tout le monde. Moi je ne suis pas né dans le Sarail de la grande plaisance, je suis d'Unkerquois. J'ai appris comme vous à faire de l'optimiste sur une plage. C'est non seulement accessible à tout le monde, mais en plus c'est un secteur d'activité avec une croissance à 2 chiffres depuis plus de 15 ans. Et ça se passe en France. Même si on a trop tendance à dire, attention, c'est un métier anglo-saxon. Non, ça n'est pas qu'un métier anglo-saxon. Voilà. On a plutôt, nous, tendance à considérer que la grande plaisance commence à 30 mètres. Et tout ce que je vais vous citer aujourd'hui, ce sont des chiffres pour des navires au-delà de 30 mètres qui, je vous répète, sont à 80% des navires de commerce, d'un point de vue statutaire. En 2010, la flotte était d'environ 4200 navires de plus de 30 mètres dans le monde. Aujourd'hui, on doit être aux alentours de 4500. Il faut savoir que 50% de la flotte vient en Méditerranée occidentale l'été et qu'une île comme la Corse reçoit 20% de la flotte mondiale tous les ans. En termes de commandes, jusque dans les années 2007-2008, il se livrait environ 200-250 yachts par an. La crise économique étant intervenue, les commandes se sont stabilisées. On est quand même à plus de 160-170 bateaux de plus de 30 mètres livrés par an dans le monde. Ça, c'est intéressant. Les yachts livrés par pays et les yachts en construction par pays. L'Europe a fourni 64% des grands yachts qui naviguent dans le monde. Sur cette flotte de 4500 bateaux, 64% de ces bateaux sont européens. On est au cœur du jeu. Et encore aujourd'hui, 56% des bateaux en construction sont des bateaux en construction en Europe. On verra plus tard, c'est en Italie pour des bateaux jusqu'à 35-40 mètres et en Europe du Nord essentiellement pour des bateaux beaucoup plus grands. Là aussi, pour remettre l'Europe et la Méditerranée au centre du jeu, 48% de la flotte mondiale a un port d'attache en Méditerranée et en Europe. Alors en Europe pour 48% de la flotte mondiale, 33% de ces 48% en Méditerranée. C'est vraiment bien chez nous que ça se passe. Voilà. Le poids de la grande plaisance. 24 milliards d'euros dans le monde. 24 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent. Ça représente 7,9 milliards d'euros de retombées directes et indirectes en Méditerranée et 1,8 milliard d'euros en France. Et c'est probablement sous-estimé. Il y a vraiment du travail dans ce monde-là. Il suffit juste d'aller chercher. Alors, vu de l'Orient, ce n'est pas toujours évident. On verra que ce que vous faites ici est remarquable et que les ponts entre course au large et Grande Plaisance existent, bien entendu. Les grands bateaux que je vois passer l'été ont de plus en plus des éléments technologiques qui sont issus de vos activités. En termes d'emploi, 150 000 emplois directs dans le monde, à terre. 100 000 emplois en sous-traitance, 33 000 membres d'équipage. 33 000 membres d'équipage. Plus des emplois indirects qu'on ne sait pas trop chiffrer, ça génère 6 milliards d'euros de main-d'œuvre. Autre graphique intéressant, dans le monde, on sectorialise la grande plaisance par secteur d'activité, les marinas, les assurances, les designers, les constructeurs. 67% du marché
est consacré à la technique, c'est-à-dire tout ce qui est pièces détachées, construction navale, maintenance, tout ce qui est produit purement technique, dans lequel on inclut des designers, voilà, ce genre de choses. Et 32% du marché en service. Une fois que ces bateaux ont été construits, il va falloir assurer du service autre que du service technique, hein. Du service de consultants, de finance, de brokerage, et de services en tout genre. Et vous allez voir, là où on a un trou en France, c'est que le même graphe en France, on est bon en technique, par contre on n'est pas bon sur les services. Une grande partie de ces services nous échappent, non pas parce qu'ils ne se passent pas en France, mais parce qu'ils sont dans les mains du monde anglo-saxon. On en reparlera. Il faut savoir que ces services sont essentiellement générés par les équipages et que si nous ne sommes pas solidaires, nous Français, nous n'arriverons pas à intégrer les équipages de ces grands bateaux et donc nous n'arriverons pas à générer du service dans notre pays. Et c'est qu'une question de solidarité, hein. Vous mettez un capitaine néo-Z sur un bateau, dans les 6 mois, tout le bateau est néo-Z. On ne fait pas la même chose, nous, en France. Dernier petit focus, uniquement sur l'île de Corse. Le graphique de gauche, vous voyez la progression des bateaux de plus de 30 mètres. Là, en l'occurrence, on parle des bateaux de plus de 24 mètres. Donc vous voyez que c'est une progression qui monte à 45 degrés assez régulièrement. Le graphique de droite est beaucoup plus intéressant. On découpe. Alors, à nouveau, c'est un graphique qui est basé sur 20% de la flotte mondiale qui passe en Corse tous les ans. Donc, ce sont des chiffres assez significatifs. On découpe ces bateaux par tranches, 24-30 mètres, 30-50, 50-70, 70 et plus. Vous voyez que depuis 2002, tout ça, ça progresse assez régulièrement avec une courbe de progression de l'ordre de 40 degrés. Pour les bateaux de 24 à 30 mètres, en 2008, ça s'arrête. Ça s'arrête et ça cesse de progresser. 24-30 mètres. On ne parle pas encore de grande plaisance. La taille au-dessus, 30-50 mètres. Vous voyez qu'en 2007-2008, là, il y a un gros arrêt et ça remonte. En 2010, on est repassé au-delà de la courbe. Idem pour les maxi-yachts, 50-70 mètres. On a une progression. En 2008, ça s'écrase moins que les petits copains plus petits et ça repart plus vite. Par contre, les bateaux de plus de 70 mètres, en 2008, on passe d'une croissance à 30 degrés à une croissance exponentielle. Je parle des bateaux de plus de 70 mètres. De là à penser qu'on ne vit pas réellement une crise réellement structurelle, mais une crise de la répartition. Je vous laisse. Alors, je vais essayer de vous décomplexer. Tu as le petit PowerPoint que... Ça marche de la même façon. Voilà, on fait des opérations de promotion, donc on essaye d'aller chercher ces gens très riches très loin, et notamment en Chine, parce que c'est un secteur du monde dans lequel il y a des fortunes absolument colossales qui sont en train de se faire. Et ça, c'est un petit bouquin qu'on distribue en Chine tous les ans à l'occasion d'un salon, dans lequel on s'est juste contenté de mettre des bateaux, des grands yachts, pour dire aux Chinois, venez en Méditerranée, venez louer ce genre de bateaux. Et après avoir fait ce livre, étant animateur de Superiors France, je me suis dit, tiens, je vais mettre un logo, et c'était pas volontaire, hein, je vais mettre un logo sur tous les bateaux qui ont un intervenant français. Ah, pardon. Voilà, juste voilà. Ce bateau, tous ces bateaux, non seulement naviguent en Méditerranée, mais ont des intervenants français, ou sont construits en France, ou ont des agents maritimes, ou ont des... Nous sommes plus que présents dans ce monde-là, et il faut qu'on perde... On est complexé. On est complexé vis-à-vis du monde anglo-saxon. On se dit, c'est pas notre monde, on ne peut pas y arriver. Preuve que non.
Si vous avez des questions, c'est le moment. Je sais pas si ça. Oui, oui. Les questions, il n'y a pas de problème. Je vais juste en poser une petite pour commencer. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous voyez dans les bateaux qui viennent en Corse chez vous, vous voyez beaucoup de technologies issues du monde de la course au large. Vous auriez quelques exemples tout simples? En fait, alors, ces bateaux embarquent ce qu'il y a de mieux en termes de technologie. Vous, dans le monde de la grande plaisance, vous faites ce qu'il y a de mieux en matière de construction et de technologie de construction. Donc on retrouve à bord de ces grands yachts des tas d'éléments de gréement, notamment quand ce sont des voiliers, des mâts en carbone dans tous les sens, des avancées en termes de purement véliques, et tout ce qui est électronique embarquée, jouets en tout genre, annexes sur mesure. À l'époque, j'avais des parts dans un petit chantier au Sable d'Olonne qui s'appelait Tresco. On avait reconverti le chantier dans la construction d'annexes pour les grands yachts. On fabriquait des annexes en pré-imprégné, carbone, sous vide, en nid d'abeille. Et tout ça, c'est des technologies qui sont issues du monde de la course au large. Voilà, donc oui, vous avez des tas de choses qui se retrouvent dans ces grands bateaux. Un de nos clients, par exemple, mesure 92 mètres le bateau. Il a 2 annexes principales, un moteur yacht de 18 mètres et un voilier de 70 pieds, tout en carbone. Je parle d'annexes. C'est-à-dire que les bateaux, ce sont des annexes qui sont posées sur le bateau principal. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y en a déjà une au premier rang. Oui, bonjour Frédéric. Je voulais savoir quel est le pourcentage de ces super yachts, ou même méga yachts, je ne sais pas comment il faut les appeler, qui sont des bateaux à moteur ou des bateaux à voile. 70-30 à peu près. 70-30, par contre, bonne nouvelle, ça c'est... 70 voiles, 30 moteurs ou l'inverse? Pardon. Malheureusement, 70 moteurs, 30 voiles. Par contre, ça s'inverse. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de voiliers. Quelque part, il y a des prises de conscience écologiques qui sont en train de se passer sur la planète. Et justement, pour se donner bonne conscience, les gens très riches ont tendance à faire construire des voiliers, ce qui est bien pour nous, ce qui n'a aucun sens en termes d'écologie, parce qu'à ces niveaux de taille, un voilier ou un moteur yacht, en termes de pollution, c'est exactement la même chose. Et ma deuxième question, c'est qui sont ces propriétaires? Sont de riches individus ou sont des sociétés qui investissent dans des grands bateaux? Alors, tous ces bateaux, ou la plupart, pas tous, 80% de ces bateaux étant navires de commerce, ils appartiennent très souvent à des sociétés. Ça n'est qu'un prétexte. C'est un prétexte. Les gens qui pratiquent la grande plaisance ne sont pas des amoureux de la mer. Je vais vous choquer, mais c'est comme ça. Ce sont des gens qui utilisent le bateau comme image qu'ils ont envie de donner d'eux-mêmes au monde. Je m'explique. Quand vous êtes riche, vous avez besoin, dans ce monde libéral dans lequel on vit, de faire démonstration de votre richesse. Si vous avez une Rolls-Royce à 300-400 000 euros, ça reste qu'une petite Rolls-Royce à 300-400 000 euros. Si vous avez une villa ou un château, c'est bien beau, mais il faut emmener les gens jusqu'à la villa et au château. Si vous avez un jet privé, on ne le voit pas, il est sur un ternac d'aéroport. Par contre, un grand yacht, il sera là où il faut être, quand il faut être. La semaine dernière, la plus grande partie de la flotte mondiale était en baie de Cannes. Donc ces gens ne sont pas des amoureux de la mer, ils utilisent ces bateaux-là comme outils de démonstration de leur puissance financière, et donc derrière toutes ces sociétés, ce sont des individus, les individus qui sont en train de faire des richesses dans le monde aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Bonjour. Une petite question. Quel est à votre avis l'un des moyens d'augmenter la solidarité entre les entreprises françaises? Est-ce que vous avez une idée? Comment on va rivaliser devant les Kiwis, les Anglais qui eux effectivement sont très solidaires? Alors il faut savoir que
Les équipages sont les principaux pourvoyeurs d'affaires dans ce monde-là. Aussi bien pour les chantiers navals, pour la construction, que pour les équipements, que pour les services. Moi, par exemple, je ne traite qu'avec des capitaines. Je ne traite pas avec des propriétaires. Les propriétaires, je ne les vois jamais, ou très rarement. Quand un propriétaire de yacht a un capitaine, c'est son homme de confiance. Capitaine, on va changer de bateau. Ah, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? On va aller faire un bateau où? Chez qui? Chez quel architecte? Donc, les équipages, c'est un des éléments clés apporteurs d'affaires dans le monde de la grande plaisance. Donc ensuite, à nous Français, de monter sur les bateaux et d'être solidaires, d'apporter du travail en France. Et on a toutes les compétences en France pour rivaliser dans ce monde-là. Hein. Non seulement en termes de construction navale, mais surtout en termes de services. À nouveau, je vous répète, 50% de la flotte mondiale est basée en Méditerranée occidentale l'été. C'est là que ça se passe. Donc il faut juste y aller et être solidaire entre nous. Moi, quand j'ai quelqu'un à faire travailler, si j'ai le choix entre un Français et un Anglo-Saxon, je choisis le Français. C'est ce qu'ils font. C'est aussi simple que ça. C'est une question de solidarité humaine. Mais décomplexez-vous, hein, on a tout pour réussir, vraiment. Alors, il y avait 2 questions. Je crois qu'il y a Yann Penfarlis d'abord. Oui, Yann Penfarnis, chantier multiplaste. J'entends qu'on a tout pour réussir, j'aimerais y croire. J'ai l'impression que des propriétaires français aujourd'hui, pour des raisons fiscales, n'ont pas forcément envie d'apparaître et d'afficher leur fortune en France, en fabriquant en France. Ça peut être un premier point. Et puis un second point, c'est que c'est vraiment un marché mondialisé et on a tout pour réussir, mais on a des taux horaires en France qui sont supérieurs à ce qu'il peut y avoir à l'étranger. Donc je pense que ça aussi, ça peut être un handicap. On ne fabrique pas plus lentement que les autres, on ne fabrique pas moins bien que les autres, mais malheureusement, j'ai le sentiment que pour réussir à vendre un bateau aujourd'hui, il faut trouver des combines, des astuces, les faire plus vite, les faire moins bien, ce qu'on n'a pas envie de faire, mais à périmètre de prix égal, on n'arrive pas à faire la même longueur de bateau. Alors, qu'un Français ait envie de se cacher du fisc et n'ait pas envie de faire construire un bateau en France, il y a une vraie logique. Par contre, pour un Chinois, cette logique ne tient plus. Pour un Indien, pour un Brésilien, cette logique ne tient plus. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien à cacher en France peut très bien venir acheter français. Il faut savoir qu'à l'extérieur, notamment en Chine, la France est le pays du luxe par excellence. Quand on parle luxe, on parle français, dans tous les domaines. Et la grande plaisance, c'est un produit de luxe. Voilà. Après, les taux horaires, aujourd'hui, les gens qui sont leaders sur le marché des très grands yachts sont des Allemands, des Hollandais, c'est l'Europe du Nord. Ils ont des taux horaires sans doute même supérieurs aux nôtres, bien souvent. Donc oui, le taux horaire est un facteur handicapant sur une gamme 25-30 mètres, 35 mètres. Au-delà, sur les très grands yachts, c'est plus ni en Italie ni en Asie que ça se passe, c'est en Europe du Nord, et là les taux horaires sont très élevés. Donc à ce niveau de prix, quand quelqu'un va dépenser 50, 60, 70 millions d'euros dans un yacht, c'est pas le taux horaire qui fait la différence. Comment expliquez-vous qu'on en fasse si peu alors des yachts? Parce qu'on n'est pas solidaire. Parce qu'on n'est pas solidaire. Parce qu'on laisse les bateaux partir ailleurs. Ouais. On a le savoir-faire. Est-ce que c'est pas aussi une culture qui est celle de la plaisance, enfin pas de la grande plaisance, mais de la plaisance au sens large, c'est-à-dire une culture ancrée depuis très longtemps sur une pratique de masse et une production de masse? Est-ce qu'on peut être à la fois leader de la haute couture et H&M? Bah, nous sommes leaders de la haute couture, hein, en France. Oui, mais on n'a pas H&M. H&M, c'est suédois. Ouais, d'accord, mais nous sommes comme leaders de la haute couture. Donc allons jouer là où on est bon. Nous sommes bons dans le monde du luxe. Oui, mais on a la première industrie de plaisance. Oui. Peut-être, et alors justement, appuyons-nous dessus. Non, c'est une question que je vous pose. Il faut s'appuyer dessus. On a cette chance-là. Est-ce que la question que soulève Yann, c'est pas aussi une différence de culture du point de vue de la plaisance? Non, c'est une différence de... Le monde anglo-saxon est extrêmement solidaire. Extrêmement solidaire. Nous ne sommes pas solidaires les uns les autres.
Justement, Alors attendez, parce qu'il y a beaucoup de questions et on va les faire juste dans l'ordre. Merci, oui. Antoine Pichon, Conseil supérieur de navigation plaisance. Juste une question à propos du refit, parce qu'on a parlé beaucoup de construction là, mais vous n'avez pas trop abordé, enfin vous avez parlé des services, mais tout ce qui concerne le refit, et là aussi c'est considérable en termes d'emploi, et c'est beaucoup plus méditerranéen qu'atlantique. Est-ce qu'on peut imaginer effectivement réussir à capter une partie, notamment des bateaux qui remontent en Hollande ou en Allemagne, et faire en sorte qu'en Atlantique, on ait des pôles de refit, et pas simplement à La Ciotat, avec celui qui se décarcasse. Alors, pas simple l'histoire. Pas simple parce que quelle est la vie de ces grands bateaux? En fait, ces grands bateaux n'ont pratiquement pas de port d'attache. La plupart naviguent à l'année. Ils font la saison en Méditerranée l'été, ils font la saison Caraïbes l'hiver. L'intersaison, c'est court. Donc quand ils rentrent des Caraïbes par Gibraltar, ils sont pris par le temps. S'ils ont des travaux à faire, ils iront les faire en Méditerranée. Et le nombre de bateaux qui remontent en Hollande ou dans les pays nordiques est assez réduit. À part Monaco Marine, donc il n'y a pas d'autre solution pour les Français, notamment sur l'Atlantique, à réussir à capter une partie de ce... Alors là, je parle du refit au quotidien, du refit annuel, du carénage, de la maintenance annuelle d'un bateau. Je pense qu'en Atlantique, ici, il y a une carte à jouer sur les grands refits, c'est-à-dire sur les bateaux qui auront besoin des reconstructions majeures qui vont durer 6 mois, 1 an, 2 ans. Et là, compte tenu du réseau de sous-traitance qui existe ici, en Vendée, et des taux de main-d'œuvre qui sont peut-être plus bas qu'en Méditerranée, là, il y a une carte à jouer. Mais pas sur la petite maintenance, sur la très grande maintenance et sur des grands chantiers. Alors Bruno Huet. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose quant au manque de solidarité en France. C'est pas seulement qu'on laisse partir les bateaux, c'est que déjà on se bouffe le nez entre nous. Est-ce que quand on aura arrêté de se battre entre Lorient, Saint-Nazaire, Cherbourg, La Ciotat, et qu'on vendra la France, et uniquement la France, on aura déjà fait un grand pas. Parce que les Hollandais, quand vous allez chez eux, vous repartez avec quelque chose de hollandais. Et s'il n'y a rien dans votre arrière-boutique qui convient au client, vous allez l'emmener chez le voisin pour qu'il reparte avec quelque chose de chez vous. Ce qu'on ne fait pas du tout, nous. Vous êtes d'accord, donc? Ouais. Alors, il y avait Carole Bourlon. une question ici. Donc, j'ai une question aussi concernant vos recommandations. Comment capter ces 4500 unités qui existent dans le monde? Y a-t-il des outils pour les identifier? Et les 173 qui sont en construction tous les ans, quand on a du matériel à proposer, en fait, un équipement à proposer. Y a-t-il des outils Des outils marketing pour les identifier? Y a-t-il des annuaires Y a-t-il des sources qui permettent d'identifier, et notamment les équipages, justement, pour travailler de façon rapide et efficace? C'est pas simple parce que vous comprendrez que souvent les gens qui sont derrière ces grands bateaux n'ont pas trop envie que ça se sache. Et donc, à part les bases de données que nous avons, nous, et qui sont confidentielles vis-à-vis de nos clients, je ne sais pas trop bien comment vous pourrez aller chercher le nom des armateurs. Bien souvent, en plus, nous ne connaissons même pas les armateurs qui sont derrière ces grands bateaux. On connaît les capitaines. Et donc, quel conseil vous donnez à une société qui souhaite aborder ce marché? Une petite société qui veut faire quoi? Qui veut proposer ses équipements. C'est le thème de la journée. Aller traîner sur les pontons pendant le boat show de Monaco, pendant le MIBA Yacht Show à Gênes, et au salon d'Antigua. C'est-à-dire aller à la rencontre des équipages, des capitaines, parce qu'à nouveau, je répète, les pourvoyeurs de travail dans ce monde-là, ce sont les équipages. C'est le capitaine qui va choisir son annexe, qui va choisir son radar, qui va choisir sa radio. Et donc c'est avec ces gens-là qu'il faut rentrer en contact. Là où ils se trouvent, quand ils s'y trouvent. Alors, très faible. Autant que de pavillons français. Alors, il y a une question de monsieur en blanc. Ouais, justement, moi, je voudrais vous apporter un petit peu mon point de vue, moi, en tant que capitaine français. Et la proportion, effectivement, des capitaines français est très limitée.
Et ce qu'il faut savoir, quand même, les décisionnaires dans la construction d'un bateau, d'un refit ou dans l'équipement, tout va passer beaucoup par le capitaine, en fait. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ce que nous avez montré tout de suite, tous ces graphiques, c'est qu'on les montre aussi un petit peu à la marine marchande française, qui comprennent un petit peu ce qu'est notre métier. Parce que moi, je me suis déjà entendu dire, allant dans mon quartier maritime, que je n'ai pas un vrai métier de capitaine. Je n'ai pas un métier. C'est pas vous êtes pêcheur, là vous avez un métier. Vous êtes capitaine d'un bateau de grande plaisance, ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Et alors, on me dit, j'ai pas de métier. On va avoir une table ronde entière pour discuter de ce sujet-là juste après. La solidarité, oui, tout à fait. Les anglo-saxons l'ont, parce que énormément des capitaines, à 90%, sont anglo-saxons. Donc effectivement, ils font travailler des entreprises anglo-saxonnes. Moi, français, expérience égale ou compétence égale, j'ai pu préférer faire travailler des Français sur d'autres projets, je l'ai fait, etc. Mais peut-être qu'il y a une chose à faire aussi, c'est que du côté anglais, ils ont des écoles pour emmener les gens vers le yacht, chose qu'on n'a pas en France. Aujourd'hui, il y a des formations qu'on essaye d'avoir pour des capitaines qui, chaque année, sur reportées, ne sont pas faites. Donc les capitaines français, aujourd'hui, la solution qu'on a pour pouvoir passer nos diplômes, qu'on nous oblige à avoir, c'est d'aller en Angleterre les passer. Et il y a beaucoup de gens qui, au bout d'un moment, laissent tomber complètement et partent du métier. Donc on se retrouve de moins en moins de Français dans ce milieu-là. Et c'est sûr que s'il y avait plus d'équipage français, les gens auraient plus tendance à venir. Maintenant, on parle de refit. Effectivement, dans le sud de la France, il y a beaucoup de refits qui se font parce que les bateaux restent à l'année autour de la Ciotat, ça leur fait pas loin. Maintenant, venir sur la côte atlantique, je ne pense pas que c'est un problème de distance. Il y a beaucoup de bateaux qui vont à Pendennis, par exemple, en Cornouailles, qui est l'autre bout du monde, et qui ont c'est exponentiel chaque année, ils doublent leur chiffre d'affaires. Beaucoup de bateaux qui retournent aussi en Allemagne et Hollande pour simplement le suivi de construction, la garantie, etc. Je pense qu'il y a quelque chose à faire en France, mais les gens qui y viendront, il faut qu'il y ait des personnes françaises à bord. Les Anglais, c'est très simple. Ils viendront en France que s'ils ont un avantage à y aller. Alors, ils vont dans le sud de la France, au Palma, parce qu'ils ont la maison qui est là, la famille, etc. Mais venir en Atlantique, ça les intéresse pas bien trop. D'accord. Donc, moi j'aimerais aussi qu'au niveau français, on essaie d'un petit peu intégrer ça, voir le potentiel qu'il y a, et essayer de faire en sorte, avec l'administration, qu'on nous aide un petit peu, au lieu de nous mettre un petit peu les bâtons dans les roues. Parce que moi, ça fait 18 ans que je suis dans le métier, et j'ai beaucoup de mal quand même avec l'administration française, à tel point que je suis passé du côté anglais complètement, parce que c'est trop difficile. Complètement. C'est un autre débat, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Moi, je suis élu référent de la Fédération des industries nautiques en Corse, et on a entrepris de monter à l'assaut de la citadelle et Nîmes, qui est un organisme qui n'est absolument pas adapté à nos professions. Et c'est pas simple. Et c'est vraiment pas simple. J'espère qu'on y arrivera, qu'on arrivera à faire changer les mentalités, à faire bouger les lignes. On se heurte à un mur. On avait un gros équipage français à l'époque de la défiscalisation. Bon, malheureusement, ça ne faisait pas travailler énormément les entreprises en France, à part la construction, les choses comme ça. Mais pour moi, c'est un des facteurs importants. S'il y a plus de Français à bord, les gens vont venir. Je vous propose qu'on attaque ça. On a encore dans 2 interventions et vous viendrez sur scène vous expliquer tout ça. Il y avait encore une question. Oui, bonjour. Jean-François Thomas, conseiller général du Morbihan. Juste une petite question un peu pragmatique par rapport à la connaissance effectivement des donneurs d'ordre, des capitaines de yacht. Qu'est-ce qui empêcherait d'aller chasser un peu en meute, c'est-à-dire au-delà des grands salons où on retrouve effectivement le Gotha international, créer un peu de convivialité, c'est-à-dire faire descendre les savoir-faire qu'on peut avoir sur nos territoires, et puis aller pendant la période estivale, puisqu'il semblerait effectivement les bateaux soient là à ce moment-là, des challenges avec les capitaines de yacht, avec les équipages, et d'y aller avec des stands communs et faire aller boire un coup le soir ensemble et faire un peu de voile l'après-midi, des petits challenges autour de 3 bouées. Est-ce que des choses comme ça, en descendant directement dans le sud, en allant voir directement ces prospects-là, ça aurait des chances de prospérer selon vous? Ouais, il faut pouvoir les toucher. Ça commence par là. Ça commence par là, mais il faut pouvoir les toucher, c'est-à-dire il faut être là où ils sont, quand ils sont. Si vous allez au salon de Cannes, c'était la semaine dernière, vous ne les toucherez pas parce qu'ils sont avec leurs propriétaires, leurs clients, et donc ils sont intouchables. Là, en juin, ils seront tous soit du côté de la Ciotat, soit du côté de l'Italie pour se faire leur refit. Et puis à nouveau, en juillet-août en Corse, vous n'allez pas les toucher parce qu'ils n'arrêtent pas, ils ne touchent pas le sol. Ils enchaînent charter sur charter.
Après, ils seront du côté de Saint-Tropez, du côté de Cannes à nouveau. Là, peut-être fin de saison, on arrive un petit peu à les toucher. Je ne suis pas sûr que ce soit facile ce que vous citez là, parce que c'est assez très diffus, c'est-à-dire quand ils sont tous au même endroit, ils sont très occupés. Et ensuite, ils se dispersent. Par contre, effectivement, il faut qu'on arrive à placer des équipages français sur ces bateaux, quel que soit le pavillon du bateau. Et ça passe par là. Pour ça, ça passe par la reconnaissance des équipages, donc par une adaptation du système social français du navigant aux particularités de la Grande Plaisance. Et à ce moment-là, en allant placer des pions sur ces bateaux, eh ben, le travail va arriver, naturellement. Alors, Oui, une question en haut. Bruno Dubois. Bruno Dubois, Norcels. Moi, je suis là-dedans toute la journée et toute l'année. Et pour répondre à la question de la dame tout à l'heure, en fait, il y a des annuaires qui ne sont pas français, c'est anglais. C'est des Anglais qui sont basés à Palma. Et il y a des annuaires dans lesquels vous allez référencer par région et par région française, par exemple, sud de la France, de l'ouest à l'est, ou bien même l'Atlantique. Et puis, moi, personnellement, je vois beaucoup de Français. Je suis désolé, mais j'en vois beaucoup. Peut-être pas autant que des Kiwis et puis des Anglais, je suis bien entendu, mais j'en vois beaucoup. Et puis, en Atlantique, on n'a pas de port. Je suis désolé, mais on ne peut pas rentrer. Pour moi, un des points principaux serait qu'à l'Orient, on puisse recevoir des bateaux, parce qu'il y a toute la technologie ici autour, mais on ne peut pas les recevoir. À marée basse, on ne reçoit pas Hétéros, par exemple. Hétéros, il s'arrête à Cherbourg, il refait son refit à Cherbourg. Je pense que Bluetooth peut nous en parler, il a du travail là-bas, il fait tout le travail qu'il y a à faire là-bas. Mais il n'y a pas de place, donc il ne faut pas rêver. Si on avait la possibilité d'avoir des ports, ici on peut recevoir des gros bateaux, pourquoi Pendennis-Sillon et pas la Bretagne, quoi. Il n'y a pas de technologie d'équipementier dans l'ouest, sud-ouest de l'Angleterre. C'est ici que ça se trouve, mais on ne peut pas les recevoir. Alors il y a ça, et effectivement, tu es dans un domaine où il y a pas mal de Français, parce que nous avons une profonde culture de la voile. Et donc, dans ce monde de la Grande Plaisance, les bateaux sur lesquels on trouvera le plus de Français, ce sont les bateaux à voile. Capitalisons là-dessus. Allez, encore une question. On est en train de pulvériser le planning, mais bon, allons-y. Patrick Riopérou de Arken. Là, je parle en tant que responsable d'un pôle refit, le pôle refit de La Rochelle, qui n'est pas très connu encore, mais on y travaille. Le problème, c'est plus au niveau des infrastructures, pour moi, en Atlantique. Je parle plus au niveau des infrastructures et de l'accueil. On a de la place, contrairement à ce que dit mon ami Dubois, on a de la place à La Rochelle. Il n'y a aucun problème pour faire rentrer Hétéros ou d'autres bateaux. Le problème, c'est qu'on sait mal les accueillir. On n'a pas de quoi couvrir les bateaux pour refaire les peintures, etc. Et l'accueil dans les zones qui sont plus ou moins sympas, et les équipages qui doivent rester 6 mois sur place, ils comptent énormément sur l'accueil, quoi. Donc effectivement, quand on va à La Ciotat ou en Méditerranée, c'est beaucoup plus sympa. Nous, on n'a pas le temps, mais on a effectivement des professionnels compétents. Mais je pense que l'administration devrait nous aider beaucoup plus à rendre les endroits qui sont navigables pour ces bateaux sympathiques, quoi. C'est-à-dire que la base sous-marine à La Rochelle, elle n'est pas super sympa, quoi. Et on parle plus de faire de la déconstruction aujourd'hui que du refit de navires de luxe. Donc c'est un peu contradictoire. On va revenir sur un problème d'équipage. On s'est heurté à ça en Corse il y a quelques années. On s'était dit, les bateaux viennent l'été, ils ne sont pas là l'hiver. Ok. Moi je vis à Bonifacio, le port de Bonifacio est vide l'hiver. Alors on a fait savoir que tout navire ayant plus de 3 membres d'équipage permanent serait invité à Bonifacio pour 1 euro symbolique tout l'hiver. Pas mal, hein? Personne n'est venu. Et pourquoi personne n'est venu? Parce qu'un équipage qui navigue 6, 7, 8, 9 mois de l'année, quand ça s'arrête, il a envie d'être avec sa femme, avec ses enfants, c'est-à-dire là où il vit. Le monde anglo-saxon vit dans le sud de la France. Si le jour où on arrivera à embarquer des équipages français bretons, les bateaux viendront ici. C'est aussi simple que ça. Et le capitaine te dit, oui, mais moi j'ai envie de passer du temps avec mes gosses et j'ai pas envie de les scolariser en Corse. Donc je m'arrange pour amener le bateau près de chez moi.
tout passe par les équipages. Je vous dis, c'est la clé d'entrée dans ce monde-là, c'est les équipages. Allez, une dernière question de Yann, et puis on va passer à la thématique suivante. Le rôle on n'a pas parlé des brokers sur ce marché. Quel est leur rôle Est-ce qu'il y a un moyen aussi de pénétrer ce marché via celui des brokers? Alors c'est un rôle aussi prépondérant parce qu'en fait, moi je dirais plutôt les managers de yachts. C'est-à-dire que la plupart des brokers sont managers et vont en fait gérer ces grands bateaux, gérer les équipages, et assurer tous les besoins logistiques et administratifs de ces bateaux dans leur gestion quotidienne. Et effectivement, ils ont un rôle prépondérant parce que c'est eux qui embarquent les équipages, qui les embauchent, qui les choisissent, qui les renvoient. Donc c'est un marché qu'il faut pénétrer. Pas simple. Hein. Ça, pour le coup, c'est un milieu très très fermé. Hein. C'est un milieu très très fermé. C'est un milieu qui nous échappe, paradoxalement, que l'on ne voit pas forcément apparaître dans ces chiffres parce que le jeu de ces gens, c'est de finalement travailler sur nos cotes et de contractualiser en Suisse, à Monaco ou dans d'autres paradis fiscaux. Ce qui fait qu'on ne ressent pas, on ne peut pas comptabiliser toutes les retombées financières de ce monde-là. Puisque ces retombées n'apparaissent pas dans les bilans des sociétés françaises auxquelles on a accès. C'est pour ça qu'il est là, bien sûr. Oui. Merci bien. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, Frédéric Véronce de Super Yacht France, dont le message est très clair au moins.